Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'ENSA de Limoges pour cette journée que nous avons voulu dédier à la question du numérique responsable, ou plus responsable déjà. Et donc nous sommes très heureux d'accueillir Christine Debré ici à l'école. Je la laisserai se présenter. Et nous sommes très heureux d'accueillir des personnes extérieures à l'ENSA de Limoges. C'est l'occasion aussi pour nous d'affirmer clairement le positionnement de l'école par rapport à ces questions de développement durable et de transition écologique, des sujets qui sont abordés de différentes manières dans la pédagogie aujourd'hui au sein de l'école. Et c'est pour cette raison que nous avons tenu à proposer cette journée et ces éléments de réflexion que va nous livrer Christine sur les différentes manières d'améliorer nos comportements, lutter contre les préjugés par rapport à toutes ces idées préconçues que nous pouvons avoir par rapport au numérique. Je ne serai pas plus longue, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, c'est bon pour le son. Merci beaucoup. Et donc, merci d'être là. Je sais que c'est pas toujours facile de se libérer pour venir assister à une intervention sur des sujets sur le numérique ou encore l'écologie, encore le numérique responsable. Ça peut être un peu pénible. Je suis animée par ce sujet depuis quelques années. Il faut comprendre que moi, je suis ingénieure en informatique, mais depuis très longtemps. Ça fait 42 ans que je suis dans le secteur de l'informatique, devenu secteur du numérique. J'ai été directrice informatique 2 fois. Et un jour, petit à petit, j'ai une prise de conscience et je me suis mise sur ce sujet. Et depuis l'été 2023, je suis à plein temps sur ce sujet à ma demande jusqu'à ma retraite dans 13 mois, si tout va bien. Donc, on va aborder différents sujets. Notez bien vos questions. Je vais essayer de faire des pauses pour vous laisser poser des questions, mais ça peut être à la fin aussi. Pas de souci, on a 2 heures, on a quand même du temps, donc ça, c'est formidable. Donc, on y va. Et si ce que je dis vous embête, vous avez le droit de partir aussi, pas de souci. Et puisque c'est enregistré, je préviens que c'est mon opinion personnelle que je donne à plein de moments. Je ne représente pas la voix du ministère de la Culture ni d'un gouvernement quelconque. Voilà, je suis libre dans ma parole. Alors on va regarder d'abord un contexte général, puis les impacts matériels du numérique, puis ce que fait l'État et comment on peut commencer à aller vers un numérique un peu plus responsable. Voilà, donc le contexte global, on va prendre plusieurs points de vue. D'abord, le point de vue des historiens. En 2005, vous avez des historiens assistés de climatologues qui ont mis en évidence ce qu'ils ont appelé la grande accélération. C'est-à-dire, ils ont mis en lumière le fait qu'il y a une progression régulière, mais lente, depuis 1750, de la consommation des ressources, de la production de biens et services, de la population mondiale, etc. Et que cette croissance est devenue exponentielle après 1950. Et le fait qu'elle devienne exponentielle, eh ben, ils ont mis en lumière justement le fait que c'était grâce à la grande quantité d'énergie, qui était le pétrole, mis à la disposition de l'Occident à partir de ce moment, et c'est ce qui a permis un changement radical de nos modes de vie en Occident. Mais malheureusement, cette grande accélération, elle n'a pas eu des impacts que socio-économiques, elle a également eu des impacts sur l'écosystème Terre. Il y a eu accélération des émissions de CO2, de méthane, d'ozone, accélération du coup de l'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre, accélération de l'acidification des océans, accélération de l'usage des sols, accélération du recul de la biodiversité, donc la diversité de la faune et de la flore, et bien d'autres qui ne sont pas sur ce graphique, comme accélération de la fonte des pôles ou accélération de l'augmentation de la température des océans. Là, vous avez un deuxième point de vue, celui des scientifiques. En fait, notre cerveau occidental a tendance à considérer les problèmes de manière séparée. On va d'abord s'attaquer au problème du climat, puis peut-être ensuite la pollution, puis enfin la disparition de la biodiversité, mais en fait ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On peut pas dire que... Enfin,
On peut le faire ressembler à une sorte d'écosystème, un écosystème Terre. Et c'est le Stockholm Resilience Center qui, en 2009, a modélisé une vision globale des risques planétaires, 9 frontières de processus qui sont biochimiques, naturels et chimiques, à ne pas franchir sous peine de compromettre l'habitabilité de la Terre. Et plus on dépasse la frontière, plus le système dérive dans une zone d'instabilité et d'incertitude qui est dangereuse et potentiellement irréversible. Vous voyez ici les 3 révisions de 2009, 2015 et 2023, et l'on voit qu'on a déjà franchi 6 des 9 frontières qui avaient été établies. Bien sûr, frontières du changement climatique, mais aussi érosion de la biodiversité, perturbation du cycle de l'azote, également changement d'utilisation des sols et perturbation du cycle du phosphore. Donc je vous rappelle que azote et phosphore, c'est ce qu'on met dans la terre pour faire pousser de la nourriture de manière intensive. Jusqu'en 1950, il n'était pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit parce que la plupart des agriculteurs avaient à la fois de l'élevage, donc le fumier de leurs animaux engraissait, nourrissait la terre, donc il y avait et l'azote et souvent le phosphore disponible. Mais à partir de 1950, on a complètement séparé l'agriculture d'un côté l'élevage, d'un côté l'agriculture, enfin pour ce qui est intensif, élevage intensif ou agriculture intensive. Et du coup, on s'est retrouvé avec des déjections animales qui allaient plutôt polluer plutôt qu'enrichir la terre. Et d'autre part, le besoin d'azote et de phosphore pour faire pousser à manger en grande partie d'ailleurs pour les animaux. Mais donc, là, c'est perturbé parce qu'il n'y a plus de cycle naturel. Voilà. Azote et phosphore, le cycle naturel est perturbé. Nous avons eu ensuite nouvelle pollution chimique, ça veut dire pollution de l'air, des eaux et des sols. Cette frontière a été dépassée. Puis le cycle de l'eau verte. Alors, l'eau verte, c'est l'eau de pluie qui est captée par les sols et par les végétaux et qui est ensuite retranspirée, on dit évapotranspirée, par les végétaux. C'est pour ça que quand vous allez dans une forêt ou une prairie, il fait un peu plus frais parce qu'il y a l'évaporation de cette eau verte qui avait été absorbée au préalable. Dépassement de la frontière également du cycle de l'eau bleue. Alors l'eau bleue, c'est l'eau qui est captée pour les usages domestiques et agricoles. Donc elle est captée c'est l'eau de pluie captée, l'eau des rivières captée, des lacs captés, qu'ils soient de surface ou souterrains. Et en septembre 2024, on a appris que la limite acidification des océans serait bientôt dépassée sous l'effet de l'absorption des gaz à effet de serre, ce qui aura pour conséquence effondrement du système alimentaire marin et une moindre absorption des gaz à effet de serre annuels, on va dire. Je fais une petite incise là-dessus. Vous savez peut-être que sur les gaz à effet de serre que nous émettons, la moitié est absorbée par la nature. Et donc, une moitié de cette moitié, c'est l'océan, et l'autre moitié, c'est les forêts, les prairies, etc. Donc, c'est important que l'océan ou les forêts soient toujours en capacité d'absorber des gaz à effet de serre. Alors, quelques chiffres sur 3 de ces 9 frontières qui sont évoquées dans ces schémas. Et je vais vous demander de les comparer aux 20 000 morts annuels qui sont dus en Europe aux accidents de la route. On appelle ça des morts anticipées, des gens qui, si ce jour-là, ils n'avaient pas pris leur voiture, ils auraient pu vivre encore longtemps. Donc 20 000 morts en Europe par an à cause des accidents de la route. D'après l'Agence européenne pour l'environnement, il y a 300 000 morts anticipées chaque année à cause de la pollution de l'air. Donc c'est quand même beaucoup plus impressionnant comme chiffre. C'est pas nouveau cette pollution de l'air puisque déjà il était interdit de boire de l'eau de pluie directement en France depuis un arrêté d'août 2008 puisque l'eau de pluie quand elle tombe elle se charge de tous les polluants et on ne peut plus la boire directement. On a encore le droit d'arroser nos potagers avec mais on ne peut pas la boire directement, ça serait trop dangereux. En 2020, il y a eu un rapport d'enquête de la Commission européenne qui a conclu que, je cite, « Le retrait du marché des substances chimiques les plus problématiques représenterait un bénéfice sanitaire considérable estimé entre 11 et 31 milliards d'euros par an dans les pays de l'Union européenne. » En fait, ce rapport il a été enterré sous pression du lobby des industries chimiques. Pourquoi ? Parce que ça leur
aurait coûté entre 1 et 3 milliards d'euros par an, donc 10 fois moins. Donc les 10 fois plus, c'est la collectivité qui continue à les payer. Et ce rapport, il a fuité en 2023. En fait, c'est un rapport de 2020, mais il a fuité en 2023. Une autre étude de 2023, c'est de l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui a fait une évaluation de tous les sols français. Alors évidemment pas chaque mètre carré, mais en tout cas, les résultats montrent que 98% des sols en France étaient pollués. Au total, ils ont trouvé 60 molécules différentes, majoritairement des pesticides et fongicides, et en moyenne, il y avait 15 molécules par prélèvement. Voilà. Sur un autre plan, un plan plus économique, c'est un rapport sorti en octobre 2024 de la Banque Centrale Européenne qui dit que 72% des entreprises de la zone euro, ce qui fait 3 millions d'entreprises, dépendent directement de la biodiversité. Donc cette chute de biodiversité, ça va avoir des conséquences économiques inévitablement. De toute façon, la chute de la biodiversité fait que, j'ai entendu il y a quelques jours, que le riz qui poussait en Asie était moins nutritif qu'avant et que cela commençait à poser problème parce que soit il faut en manger plus, or les récoltes ne sont pas extensives, soit il faut... j'ai pas de solution, pas de solution, c'est pas mon métier, mais en tout cas, il y a des... Je n'ai pas encore entendu les solutions. Si, il disait arrêtez de sélectionner sur les gènes pour la productivité, mais plutôt sélectionner pour qu'ils soient plus nutritifs. Bref, voilà pour cette ce point de vue des scientifiques. Je vous mets là l'URL que vous pourrez aller regarder sur YouTube. C'est TF1 qui avait fait une petite vidéo pour expliquer les limites planétaires. C'était pas mal fait. Encore un point de vue, celui des gestionnaires de risque. On se rapproche de l'économie et des grandes entreprises. Le World Economic Forum, aussi connu sous le nom de Forum de Davos, chaque année, ils envoient des enquêtes partout dans le monde. Et évidemment, je prends les enquêtes qui parlent des risques. Pourquoi ça? Parce que désormais, même les plus grandes entreprises, dans leur classement des risques à venir, voient désormais les risques écologiques, alors qu'il y a quelques années, j'ai l'historique de ces tableaux de risques. La majorité, enfin il y a plus de 10 ans, la majorité des risques étaient bleus, c'était des risques économiques. Là, ils commencent à comprendre que il y a d'autres choses comme risques et que le côté écologique a forcément un impact sur les économies. Bref, cette année, les risques envisagés à 2 ans sont les événements climatiques extrêmes et la pollution. Et à 10 ans, ils y ajoutent les changements critiques du système Terre, ce qu'on a vu juste avant, la perte de biodiversité, on en a parlé, et la pénurie des ressources naturelles. Je vais dire quelques mots sur les ressources naturelles, non renouvelables, évidemment. Quand c'est renouvelable, il n'y a pas de sujet. Il reste des métaux un peu partout, mais il faut de plus en plus d'énergie en fait pour aller les chercher et donc de plus en plus de pétrole pour aller les chercher. Et l'extraction des métaux qui sont non ferreux se fait à partir de gisements qui sont de plus en plus pauvres. Vers 1800, les mines de cuivre anglaises étaient concentrées à 9%, ce qui veut dire que pour 100 kg de minerais extraits, il n'y avait que 9 kg de cuivre et 91 kg de déchets. Mais tout ça, ça a descendu, en Angleterre, ça a descendu au fur et à mesure, les mines ont été fermées, et aujourd'hui, en moyenne, une mine de cuivre riche, c'est une mine qui est concentrée à 2%, donc 98 kg de déchets pour 2 kg de cuivre extrait. Et c'est la même chose pour le pétrole. Il en reste bien sûr, quoique nous ayons dépassé, d'après l'Agence internationale de l'énergie, nous avons dépassé le pic du pétrole conventionnel en 2006. Alors c'est quoi le pic du pétrole? C'est le fait que quand vous forez, que ce soit une mine ou là, du pétrole, eh bien, vous faites un gros investissement au départ, mais c'est jackpot après, la production augmente, et puis il y a une cloche comme ça, et puis ça redescend forcément quand il y en a de moins en moins. Et donc, quand on fait l'analyse de tous
les puits de pétrole déjà découverts, les annonces de ce qui est à découvrir encore, eh bien, l'Agence internationale de l'énergie, c'est son métier, et ne sont pas des gauchistes de base, et s'ils disent quelque chose à propos de l'énergie, généralement c'est vrai, hein. Et donc ils ont dit qu'en 2006, le pic du pétrole conventionnel avait été dépassé. C'est quoi le pétrole conventionnel? C'est le pétrole facile à extraire. Arabie Saoudite, Irak, il est à peu près liquide. Et donc, j'y reviens pour dire qu'il y en a encore, mais de plus en plus difficile à extraire. Pour illustrer ça, au début du XXe siècle, il fallait consommer un baril de pétrole pour en sortir 100. Aujourd'hui, un baril de pétrole ne permet plus de sortir que 50 barils de pétrole conventionnel. Il faut plus d'énergie pour aller siffler avec les pailles ce qui est tout au fond. Mais seulement 8 barils dans un champ de pétrole en mer, parce que là, alors, il y a tellement d'énergie dépensée pour aller le chercher, pousser ce qu'il faut pour aller le rechercher, l'acheminer, etc. Donc 8. Et seulement 3 barils dans les sables bitumineux. Les sables bitumineux, c'est au Canada, en Alberta, c'est du pétrole mélangé à du sable, donc c'est super visqueux, donc il faut beaucoup d'énergie. On envoie beaucoup d'eau, beaucoup de produits chimiques pour les séparer, etc. Donc vous voyez, il y a toujours du pétrole, mais il faut de plus en plus de pétrole, d'énergie pour aller le chercher. Et on n'a même pas les chiffres pour le pétrole issu des gaz de schiste, parce que là, carrément, c'est un pétrolier, un ex-pétrolier de Total, apparemment, qui disait que aller chercher le pétrole de schiste, qui est dans la roche-mère, c'est un peu comme après avoir mangé les céréales dans une boîte de céréales, on commence à manger la boîte. Il disait ça. Donc c'est pour illustrer le fait que... Et là, les investissements, ils sont perpétuels. C'est-à-dire, sans arrêt, vous devez... C'est pas comme un puits de pétrole conventionnel où vous percez, puis ça jaillit jusqu'à ce qu'il n'y en a plus. À la fin, bon, il faut mettre un peu plus d'énergie pour que ça remonte. Là, c'est... il y en a très peu par nature, donc vous percez, mais vous commencez... À peine ça produit, vous commencez à percer à côté. Voilà. Donc ça, c'est totalement... je pense que un baril de pétrole issu de schiste, enfin de la roche-mère, ne donne pas, même pas un baril en fait. Le pétrole est énormément... C'est une industrie qui est énormément subventionnée en ce moment par les États, parce que justement, on essaye de compenser la baisse du pétrole conventionnel par d'autres pétroles qui sont beaucoup plus difficiles à extraire. Voilà. Notre consommation journalière de pétrole en 2024, c'était 103 millions de barils par jour. C'était seulement 100 en 2022, non, 102 en 2023, 100 en 2022, enfin ça ne fait qu'augmenter, malheureusement. Hop. Donc, en résumé, on va commencer à être un petit peu plus positif. Nous avons énormément pioché dans les réserves de ressources non renouvelables de la Terre, et ça a eu de nombreuses conséquences écologiques qui rendent plus précaire l'habitabilité de la Terre pour nous, nos enfants et leurs descendants. Heureusement, vous avez une nouvelle génération d'économistes qui pensent le monde et l'économie pour trouver une solution aux problèmes sociaux et environnementaux actuels que les économistes classiques ne prennent pas en compte. Alors pourquoi ils ne les prennent pas en compte? Parce que dans la théorie économique classique, ils ont mis le monde économie, ils ont mis l'économie en équation, mais dans ces équations n'interviennent ni la consommation des ressources non renouvelables. Donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, mais ça ne le montre pas. Ils ne rendent pas à la Terre. Il n'y a pas un compte en banque pour payer la Terre pour dire il n'y a plus de mine. Enfin, au fur et à mesure que je prends du cuivre dans cette mine, eh bien, j'alimente un compte en banque. Et ils ne prennent pas en compte non plus les pollutions engendrées par les activités humaines, ni les effets sociaux et humains négatifs de ces activités humaines. Donc, en faisant abstraction de tout ça, forcément, ils ne voient pas vraiment les problèmes. Et c'est pour ça que d'autres économistes, qu'on appelle les économistes alternatifs ou non orthodoxes, eh bien, se penchent sur le sujet. Et en 2011, vous avez Kate Raworth qui a sorti un livre qui s'appelle « La théorie du donut, l'économie de demain en 7 principes ».
Elle a non seulement défini 9 frontières extérieures qui représentent le plafond environnemental à ne pas dépasser, mais également 11 limites intérieures qui représentent le plancher social sous lequel il ne faut pas descendre. Et donc, entre ce plafond environnemental et ce plancher social se trouve le juste endroit où la vie, l'économie peut se développer de manière soutenable pour l'humanité actuelle et à venir. Et quand je dis l'humanité, c'est pas juste le monde occidental. J'ai essayé de vous, dans les diapositives précédentes, de vous montrer la situation écologique depuis plusieurs points de vue, mais je vais vous donner également quelques chiffres sur les aspects sociaux en France et en Europe. D'après un rapport d'information de l'Assemblée nationale de septembre 2023, la part de la fortune héritée dans le patrimoine total des Français représente aujourd'hui 60% contre seulement 35% au début des années 70. Alors si on interprète ça, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui on est riche et on ne peut plus aussi facilement devenir riche ou simplement à l'aise comme dans les années 70. Pour ma part, j'ai des parents qui étaient enfants pendant la guerre, qui ne sont pas allés plus loin que leur certificat d'études, mais nous avons vécu simplement, mais tout à fait dignement et sans difficulté, parce que ils avaient pu travailler, progresser, être payés de manière, cohérente avec le travail qu'ils faisaient. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. De mémoire, il y avait un rapport de 1 à 10 entre l'augmentation des salaires depuis les années 70 et l'augmentation des logements à acquérir depuis les années 70. Donc les jeunes d'aujourd'hui, avec leurs salaires de plus en plus maigres, ont de plus en plus de mal déjà à se loger et donc avoir une vie normale, on va dire, une vie digne. Et donc cette richesse héritée, puisque maintenant c'est 70% du patrimoine, 60% pardon, du patrimoine, elle permet quoi? L'accumulation bien sûr de nouvelles richesses, par exemple en achetant des biens immobiliers, ça c'est bien connu, mais également des actions. Or, pourquoi je parle des actions? Parce qu'un autre rapport, cette fois-ci de France Stratégie d'octobre 2022, 1% des foyers français captent 96% des dividendes qui sont distribués sur les actions. Donc si vous entendez dire qu'il ne faut pas imposer les revenus financiers des actions parce que tous les Français ont des actions, oui, mais bon, 96% des dividendes vont à 1% de la population. Donc voilà, c'est un autre aspect social que j'avais envie d'évoquer. Et pour remonter au niveau Europe, il y a eu au niveau européen une étude de 2022 par Eurostat, c'est l'Office de statistique de l'Union européenne, qui montre que plus de 95 millions de personnes dans l'Union européenne, soit 22% de la population, sont menacées de pauvreté et d'exclusion sociale. C'est 21% en France parce qu'on a encore un dispositif de reversements sociaux, on va dire, qui permettent d'avoir gagné 1% par rapport à ces 22%, mais ça fait quand même 95 millions de personnes en Europe qui sont un peu en difficulté. Alors, je dis pourquoi nous, agents, nous devons agir, parce que la plupart du temps, je fais cette présentation et je pensais que ce seraient les agents de l'école. Mais en tout cas, là, vous avez quelque chose qui est intéressant, qui est une infographie faite par le gouvernement qui montre la répartition de l'empreinte carbone moyenne des Français en 2021. Alors, c'est moyen. Et c'est 9 tonnes 8, vous pouvez retenir 10 tonnes. C'est moyen, avec tout ce qu'on a dit avant sur les aspects sociaux, on a quand même 2 millions de personnes au RSA en France. Le RSA, c'est sous le seuil de pauvreté. Évidemment que des gens au RSA ne sont pas à presque 10 tonnes, ils sont à moins de 5 tonnes. Ça, c'est certain. Deuxième chose importante, on le voit à gauche, la petite carte, elle est 55%, c'est pour montrer que l'empreinte carbone des Français, elle est composée des émissions carbone de la France, donc ce que nous émettons, nous, sur le territoire national, mais étant donné que nous n'avons plus d'industrie, que nous achetons tous nos trucs et nos machins à l'extérieur, eh bien, il y a les émissions carbone importées par les objets que nous avons achetés. Typiquement, un t-shirt
à 3 €, fait dans des conditions sociales lamentables ailleurs, avec une électricité qui était faite au charbon, eh bien, on importe ça. Ou des objets, évidemment, numériques qui ne sont pas faits en France. Nous importons également cette partie-là. Donc, c'est vrai que je mets l'accent sur les 12% que représente l'administration, et donc raison pour nous, agents publics, d'agir en plus de raisons évidentes également. Voilà, je crois que c'est tout pour cette diapo. Et là, si vous voulez poser déjà des questions maintenant, c'est possible. Sinon, j'enchaîne, il n'y a pas de souci. J'enchaîne. Je vous ai abasourdi, hein, je sais bien. Puis je vais continuer avec les impacts écologiques du numérique. Mais il faut quand même agir en conscience. Ça, c'est juste pour vous. Si vous avez envie de connaître votre empreinte écologique, vous pouvez aller sur cette URL. C'est assez simple à faire. Munissez-vous quand même de votre facture de chauffage et d'électricité parce que ça sert. On va voir donc les impacts matériels du numérique. Donc le secteur de l'informatique, c'est comme ça qu'on l'appelait quand j'ai commencé mes études. C'est bien sûr l'huile dans les rouages de l'économie aujourd'hui. Il permet toujours de plus optimiser. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de greenwashing sur le numérique. On parle souvent de transition écologique et numérique, comme si le numérique allait sauver la planète. Non, hein. Non. Je divulgage, comme disent les Québécois, non, ça ne marche pas vraiment. Dans de rares cas, ça fonctionne, mais voilà. Donc, ça permet d'optimiser les productions physiques, les transports de marchandises, etc. Et plus rien ne fonctionnerait probablement, on n'aurait plus d'électricité, plus d'eau filtrée, etc. s'il n'y avait pas de numérique. Mais le secteur du numérique, c'est l'ancienne informatique, donc tout ce qui est dans les entreprises, etc., ce qu'on a ici, plus le secteur de médias. Et même si ce secteur veut faire croire que le numérique s'est dématérialisé, il n'en est rien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de GIEC, il n'y a pas de GIEC du numérique, et c'est un secteur qui s'est refusé jusqu'à récemment à faire des analyses de cycle de vie comme le font toutes les autres industries. Et ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de leurs promesses de dématérialité qu'ils vendent depuis 40 ans. Donc, qu'est-ce que c'est que ces impacts du numérique? Moi, je prends les chiffres de l'ADEME et à chaque fois, vous avez les URL qui sont présentes, vous pourrez aller regarder par vous-même. D'après l'ADEME et l'ARCEP, en 2020, le numérique français comptait déjà pour 2,5% des émissions nationales de carbone. Là, on ne parle pas des autres impacts, on parle de carbone. Alors, c'est équivalent carbone, c'est transformé en équivalent carbone, mais bon, peu importe. Et ça consommait 10% de l'électricité française qui était consommée. Donc ça, c'était en 2020. Et leurs travaux prospectifs qui datent de début 2023 ont conclu que ce serait multiplié par 3 en 2050 si on continuait comme aujourd'hui. L'ennui, c'est que cette estimation, elle a été faite, elle est sortie début 2023, donc faite fin 2022, au moment même où sortait ChatGPT. Et donc avant l'explosion de l'intelligence artificielle générative. Donc, non seulement l'empreinte carbone, mais également les ressources naturelles, bien sûr, qui sont mobilisées, seraient presque multipliées par 3. Et la mise à jour de 2025 montre que ces chiffres ont déjà augmenté entre 2020 et 2022. Bon, c'est toujours avec retard, c'est comme toutes les statistiques. Il faut dire que c'est un peu compliqué à calculer puisque le secteur du numérique ne donne pas de chiffres ou pas de chiffres cohérents. Donc, la part du numérique, elle passe de 2,5 à 4,4 de l'empreinte carbone nationale et la consommation électrique de 10 à 11% de la consommation électrique nationale. Ça, c'est pour les chiffres globaux. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas informaticiens, à chaque fois je réexplique un peu, le numérique c'est quand même beaucoup de matériel et traditionnellement on les divise en 3 parties. Le réseau et Internet, les centres de données, ce qui constitue le cloud aussi, et les outils d'accès qu'on appelle les terminaux, donc c'est tout, les montres, etc. D'après les derniers chiffres de l'ADEME, la répartition, alors ces chiffres-là, cherchez pas à les retenir parce que c'est pas celui-là qui est important, c'est après, pas ceux-là, pardon. Donc 4% de l'empreinte carbone du numérique français est dans les réseaux et Internet, 46% dans les centres de données et 50% dans les outils d'accès à Internet.
Ces chiffres, pourquoi je dis qu'il ne faut pas forcément les retenir? Parce que les équilibres peuvent changer. Avec aujourd'hui l'explosion des intelligences artificielles génératives, je pense que la part des data centers va encore augmenter. Voilà. Mais on va rentrer un petit peu dans le détail. Donc, si on parle maintenant du réseau Internet, eh ben, c'est des dizaines de milliers de kilomètres de câbles sous-marins entre les continents. Il y en avait 559 en 2024. Plus de 98% de nos actions sur Internet passent par ces câbles qui sont posés en majorité par les gros acteurs du numérique qu'on appelait les GAFAM et en partie par les États, surtout la Chine pour se connecter à l'Afrique et à l'Asie. Mais pourquoi 98% de nos actions passent par là? Parce que, je sais pas, vous avez WhatsApp, Facebook, vous faites un j'aime, les serveurs, ils sont pas ici, hein, ils peuvent être de l'autre côté de l'Atlantique, donc ça va passer par les câbles, aller dans les serveurs américains, repasser par les câbles, puis repasser évidemment par toutes nos antennes, 5G, etc., pour aller s'afficher ce j'aime sur votre voisin d'à côté, si c'est votre ami qui est à côté, à qui vous avez fait un j'aime. Donc voilà, les j'aime ne sont pas forcément très utiles, et puis les relations sociales humaines sont pas mal non plus, donc on peut s'en passer pour cette partie-là. Je critique, mais en conscience. Moi, mon objectif, c'est que vous preniez conscience, c'est pas dire on arrête tout et on repart à la lampe à huile. On a besoin de numérique pour plein de sujets. Il faut juste apprendre à se séparer petit à petit de ce qui est un peu superflu si on y arrive. Bon, mais ça, c'est pas tout, ces câbles sous-marins. Moi, ce qui m'ennuie en ce moment avec ces câbles sous-marins, c'est qu'il y en a de plus en plus qui sont construits et rachetés. Les infrastructures, par exemple, d'Orange, certaines sont rachetées par des GAFAM. Ça veut dire quoi? Est-ce que si on a un État à l'ouest, les États-Unis qui veulent couper parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'une de nos politiques, on fait quoi après? Donc, vous voyez, ça a des conséquences tout ça. Ça devient de plus en plus, le numérique devient lui aussi géopolitique. Donc, on a également des antennes 2G, 3G, 4G, 5G, bientôt la 6G. En France, on a plus de 66 000 antennes. Il y a un chiffre estimatif de 8 millions d'antennes dans le monde. Alors, pourquoi on a toujours des antennes 2G, 3G, 4G? Parce qu'elles ne sont pas démontées. Et si elles ne sont pas démontées, parce que ça, c'est l'un des principes du numérique, c'est que chaque changement de technologie coûte tellement cher à celui qui doit s'y adapter que parfois il y renonce. Donc quand on a transformé les téléphones fixes des ascenseurs pour appeler à l'aide en téléphonie mobile avec, même si ça ne se voit pas, puisque c'est juste un téléphone normal, avec des puces 2G, eh ben, ils n'ont pas tout refait avec des puces 3G, puis 4G, puis 5G. Donc on est obligé de les laisser. Voilà. Mais c'est pas tout. Maintenant, aux joies, nous avons actuellement plus de 37 000 satellites de communication qui sont haut débit dans le ciel, parce que c'est tellement important d'avoir Facebook partout dans le monde, et donc, ou X, évidemment. Vous savez que c'est la constellation d'Elon Musk. Il prévoit aujourd'hui, il y en a entre 10 et 20 000, mais il prévoit de monter jusqu'à 40 000 quand même, satellites de communication. Et pareil, des câbles partout, des câbles dans les centres de données, bien sûr, mais aussi dans nos bureaux. Faux plafond, faux plancher, des goulottes sur les côtés pour arriver jusqu'à nos bureaux, jusqu'à nos ordinateurs. Et la plupart du temps, quand vous avez du Wi-Fi, il y a quand même tout un câblage jusqu'à la borne de Wi-Fi. Donc il y a du câble partout. Donc ça aussi, c'est extrêmement matériel. Il n'y a rien de dématérialisé là-dedans. Et si on passe au centre de données, donc ça c'est un centre de données de Google, un data center, donc c'est un des morceaux du cloud évidemment. Vous voyez la taille, c'est impressionnant, regardez à gauche, en bas à gauche, la taille des camions. Donc c'est énormément un espace, c'est énormément de béton, de verre, d'acier qui ont été consommés pour tout ça. Et c'est un espace au sol. La plupart du temps, on rase une forêt ou une prairie, c'est pas du tout un espace industriel qui est reconverti pour mettre des data centers. Donc ils ont telle puissance de frappe et une puissance économique on vous apporte de l'emploi, blablabla, qu'on leur donne des endroits qui sont plutôt chouettes.
En tout cas, si un data center, enfin c'était le cas, les géants du numérique se targuaient de viser la décarbonation et d'être neutre en carbone en 2030. Bon, c'est perdu à cause d'ailleurs ils ne le disent plus maintenant. Mais même s'ils disaient ça, ils ne parlaient que de la consommation électrique. Donc même si c'était une énergie électrique décarbonée, de toute façon, l'empreinte écologique du bâtiment lui-même était énorme. Donc c'était un peu du pipeau. Mais à propos de la consommation électrique, l'Agence internationale de l'énergie dit dans son rapport 2024 que la demande d'électricité mondiale des centres de données pourrait doubler en 2026, l'année prochaine, par rapport à 2022, tirée par l'IA et la crypto-monnaie. Voilà, donc leurs promesses de décarbonation se sont envolées et on va voir un autre truc qui me plaît encore plus. Là, c'est une carte qui représente la densité d'implantation des centres de données dans le monde. Fin février, il y en avait plus de 8500 dans le monde, mais ce qui est grave, c'est la progression, on va le voir juste après, et dont la majorité, bien sûr, est aux géants du numérique. Et ce qu'on va voir, c'est ça, voilà, plus 54% en un an. Plus de 3000 en plus en un an. J'ai commencé à noter les chiffres, donc en mars 2024, nous sommes en mars 2025, plus 3000. Plus 3000. Tout ça, évidemment, ça fait bondir les émissions de CO2 des géants de la tech, c'est sûr. En 2023, on a eu plus 30% pour Microsoft à cause de la construction des nouveaux data centers et plus 13% pour Google en 2023, mais c'est 50% depuis 2019. Donc les plus 30%, les plus 13%, c'était par rapport à 2022 et plus 50% par rapport à 2019. Mais évidemment, comme je disais, plus de data centers, c'est aussi une consommation accrue de minerais, de combustibles fossiles, de sols transformés, de béton, de ciment, d'acier, de verre, d'eau, d'électricité. Et à propos d'électricité, on va rentrer un petit peu dans le détail. Jusqu'en 2022, l'ensemble des data centers dans le monde consommait environ 200 TWh, car il y avait chaque année une amélioration de l'efficacité énergétique. Donc le nombre de data centers augmentait, mais il y avait de plus en plus d'amélioration de l'efficacité, ce qu'on appelle le PUE, Power Usage Effectiveness, je crois. Mais tout a changé avec la sortie de ChatGPT, donc en novembre 2022, et la course à l'IA générative qui a été lancée à ce moment-là. Pour vous donner un chiffre, le cabinet Deloitte estimait en novembre 2024 que l'ensemble des data centers consommaient aujourd'hui 380 TWh et qu'ils consommeraient probablement presque 3 fois plus en 2030. Alors pour pouvoir comparer les chiffres, hein, parce que les chiffres balancés, on a un petit peu du mal, la France a produit en 2023 505 TWh. Donc, vous voyez, c'était en 2023, tous les data centers au monde consommaient 380 TWh. Vous pouvez mettre, c'est presque les 2/3 de la production électrique de la France. Pardon. Dans de très nombreux pays, on rallume les centrales qui fabriquent de l'électricité avec du charbon pour soutenir cette demande supplémentaire d'électricité. Parce que, évidemment, la production électrique à partir d'énergie renouvelable, eh bien, elle ne suit pas, elle n'arrive pas à suivre. Alors, pourquoi ces data centers consomment de plus en plus? C'est parce que les puces qui sont utilisées par l'IA consomment 5 fois plus d'électricité qu'une puce normale d'un serveur normal dans un data center normal. Et il y a d'ailleurs Microsoft qui a annoncé en 2024 qu'il a acheté une partie de la centrale nucléaire de Three Mile Island. Alors là, il n'y a que les plus vieux d'entre vous qui se souviennent peut-être de ce que c'est que Three Mile Island. C'est une centrale nucléaire aux États-Unis qui avait subi un accident en 1979. Donc Microsoft veut la remettre en état et disposer d'une capacité de 850 MW en 2028. Voilà. Aujourd'hui, les plus grands data centers français ont une puissance instantanée de 100 MW. Et l'ensemble des data centers français représentait une puissance instantanée cumulée de 2,5 gigawatts. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a eu des annonces du président de la République sur l'installation de 35 nouveaux data centers en France. Un data center, dont 2 dédiés
Ils seraient peut-être tous dédiés à l'IA, mais en tout cas, il y en aurait 2 qui auraient une puissance installée instantanée de 1 gigawatt, soit 1000 mégawatts, pardon. Donc ça veut dire que, vous voyez, on passerait de 100, les plus gros actuels, à 1 giga. Donc la consommation électrique serait 10 fois plus importante. Et en construire ne serait-ce que 3 de cette taille, comme ça a été annoncé, donc pas 2 mais 3, pardon, durant le sommet de l'IA de février 2025, ça reviendrait à plus que doubler la puissance électrique dédiée aux data centers français. Mais en France, comme dans le reste du monde, le système électrique actuel, c'est-à-dire la production d'électricité d'une part et le transport d'électricité d'autre part, n'est pas prêt à absorber cette nouvelle demande, surtout que la priorité jusqu'à présent, c'était quand même à l'électrification de l'économie et de la mobilité. Alors, est-ce qu'il faudra sacrifier l'électricité de la population, de l'industrie, pour alimenter des data centers dédiés à l'IA? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des pays qui commencent à agir. En Irlande, vous savez que l'Irlande est un paradis fiscal, était jusqu'à présent un paradis fiscal pour les GAFAM, puisqu'ils payaient presque pas d'impôts. Du coup, énormément de data centers de ces GAFAM. Et l'opérateur de transport d'électricité a déclaré qu'il n'accepterait plus les demandes de nouveaux centres de données dans la capitale Dublin et qu'il étudierait au cas par cas les demandes d'installation sur le reste du territoire. À cause de la fourniture en électricité qui devenait insuffisante. Et dans d'autres pays, des moratoires ont été déclarés ou des limites à la fourniture d'électricité à certains data centers ont été fixées pour pas trop pénaliser la population. Voilà. Donc la consommation électrique augmente et malheureusement ce n'est pas une consommation électrique d'électricité décarbonée à 70% comme en France, malheureusement. Bon. Voilà pour les data centers et l'électricité des data centers en relation avec ce qui se passe avec l'IA générative aujourd'hui. Et donc la dernière partie, c'est les moyens d'accès à Internet. On a d'abord eu les ordinateurs, puis les appareils de photo numériques, puis les smartphones, puis les objets connectés comme les montres connectées, les enceintes connectées, puis après le grand n'importe quoi connecté. Je vous en cite quelques-uns, inutiles. Réfrigérateur connecté, machine à laver le linge connecté, ampoule connectée, brosse à dents connectée, fourchette connectée, oui, ça a existé. Lavabo connecté, vous en avez une photo. Vapoteuse connectée, bah oui, c'est bien, avec des jeux qui incitent à vapoter encore plus. Un écran publicitaire connecté, alors vous n'êtes pas de la région parisienne, moi je subis ces écrans-là, des rangées d'écrans avec la même publicité sur les 3 écrans, jour après jour, et qui fonctionnent, j'imagine, tant que sont ouverts les transports en commun. Donc vraiment, vraiment beaucoup de choses, dont beaucoup que j'ai citées qui n'ont pas été, une amélioration de notre qualité de vie phénoménale, on aurait pu s'en passer. Tout ça pour dire, c'est toujours ce que je veux dire, le secteur du numérique, c'est un secteur de vendeurs, il ne faut jamais l'oublier. Ils ne font pas ça pour notre bien ou pour sauver le monde comme ils le prétendent, mais pour nous vendre des choses, donc il faut acheter ce dont on a besoin. Tiens, j'ai oublié de citer la planche à découper connectée, c'est tellement important, n'est-ce pas? Voilà. Donc, maintenant, tout à l'heure, on a vu des chiffres qui répartissaient entre les 3 parties du numérique. Le réseau, les centres de données et les matériels d'accès. Là, on a une autre répartition qui se base sur la durée de vie, en fait, des matériels. Donc, d'après les derniers chiffres de l'ADEME, c'est le chiffre à retenir si vous voulez limiter l'impact de vos usages numériques. En France, 60% de l'impact carbone d'un matériel est dans sa fabrication. Donc, première chose, on fait durer plus longtemps, on renouvelle moins souvent nos matériels et on réfléchit à 2 fois avant d'acheter un nouvel objet connecté. Donc, et c'est seulement 40% d'empreinte carbone d'un matériel numérique dans son utilisation. Pourquoi? En partie parce que nos usages, c'est l'électricité consommée. L'électricité consommée, chez nous, elle est décarbonée à 70%. Donc, si on veut être efficace, il faut concentrer ses efforts sur les gestes efficaces, d'abord sur les matériels, comme j'ai dit, et ensuite seulement sur les usages. Et parmi ceux-là, même si le tri de ces courriels est une bonne hygiène informatique, ça n'a que peu d'impact au regard, par exemple, des impacts de la vidéo ou de l'IA générative si je suis dans les usages, et encore moins d'impact que la fabrication du matériel.
À propos d'usage, pour bien vous ancrer ça, parce qu'on est tous à regarder des vidéos en permanence, d'après le rapport de l'ARCOM de l'automne 2024, l'usage vidéo représente un tiers de l'empreinte du numérique français, alors que les courriels ne représentent qu'un peu plus de 1% de l'empreinte du numérique mondial. Il n'y a pas de chiffre pour le courriel en France, mais il n'y a pas de raison que ça soit très différent. Bon, c'est 1,3, mais on s'en fiche, c'est le rapport qui est intéressant. Et en termes de bande passante, c'est à peu près la même chose. On sait que la vidéo représentait plus de 60% du volume qui passait sur Internet déjà en 2019. J'ai malheureusement pas de nouveaux chiffres, parce que 2019, c'est quand même avant la Covid et avant l'explosion des usages du numérique, notamment de la vidéo. Donc, alors que les courriels et leurs pièces jointes, ce n'est que 1% de la bande passante. Donc c'est pas bien, ça nous étouffe, ça nous empoisonne, c'est bien d'en envoyer moins, c'est bien de ne pas envoyer des pièces jointes dedans, mais encore une fois, la première chose à faire, c'est ne pas racheter sans arrêt des matériels numériques, leur donner une deuxième vie, etc., etc. Mais alors pourquoi? On peut se demander pourquoi 60% est sur la fabrication. Eh bien, parce qu'il faut un nombre incroyable de matériaux différents pour les fabriquer, et qui dit matériaux dit mines. Or, pour rappel, le secteur économique de l'extraction et de la transformation des minerais, c'est le secteur le plus producteur de déchets solides, liquides et gazeux au monde, et ce sont des pollutions éternelles, même en Europe. Si on vous parle d'une mine propre, d'un point de vue écologique, ça n'existe pas. Vous pouvez avoir des mines qui sont un peu plus alimentées par de l'électricité plutôt que du pétrole. Vous pouvez avoir des mines où on va essayer de limiter l'usage des eaux, mais une mine, ça demande aussi des produits chimiques, et les produits chimiques pour séparer les matériaux qu'on a besoin qu'on veut récupérer. Et les produits chimiques, comme des saloperies comme le mercure ou de l'arsenic, etc., ça tombe dans le sol, et si ça atteint une nappe phréatique, c'est toute l'eau qui devient polluée, et vous n'avez plus qu'à la polluer ad vitam aeternam. En Espagne, il y a une mine de fer qui avait été ouverte par les Romains et qui est toujours polluée aujourd'hui. Donc voilà. Donc retenez bien ça. C'est toujours une zone sacrifiée, une mine. La zone est sacrifiée. Vous allez voir à quoi ça ressemble une mine après. Et vous avez là, pour rapporter au numérique, l'objet que nous avons tous, un ordinateur portable d'environ 2 kg. Qu'est-ce qu'il faut pour le fabriquer? Il faudra en tout, si on compte tout, l'extraction des minerais nécessaires, aux métaux nécessaires, puis la fabrication, etc. Il faudra donc 1500 litres d'eau, 800 kg de matières premières, 240 kg de combustible fossile et 22 kg de produits chimiques pour le fabriquer. Donc nous avons une sorte de sac à dos écologique sur nos ordinateurs. C'est ce qui explique donc le côté impactant de la fabrication du numérique. Pour en savoir plus, il y a des listes de métaux stratégiques. Si vous voulez en savoir plus, vous avez cette URL qui est faite de mémoire par, c'est quoi, l'ADEME ou l'INRIA? L'ADEME. L'ADEME, la dépendance aux métaux stratégiques, donc le côté géopolitique, encore une fois, du numérique. Et là, on va aborder la matérialité d'une mine. Celle-ci, elle est en Afrique du Sud. C'est un artiste qui s'appelle Dylan Marsh, qui a photographié cette mine avec cette boule dorée qui représente la quantité de cuivre extraite de cette mine en 2017, au moment où il a fait cette photo. Elle fait 2000 mètres de diamètre et 762 mètres de profondeur. Donc la photo de gauche, c'est la mine elle-même, mais la photo de droite, c'est la vision de la mine depuis Google Earth. Ça montre bien que la mine ne se limite pas au trou de l'extraction. Vous distinguez nettement le trou de l'extraction, le petit point blanc qui représente la bille de cuivre, mais tout le reste, vous voyez, on voit bien qu'il y a des liquides. Et les liquides, on peut s'assurer que c'est certainement le résultat des mélanges pour pouvoir extraire le cuivre de cette mine.
Pour en savoir un peu plus sur les mines, vous avez une association française de spécialistes, de professionnels des mines qui évoque un tas de sujets. Et notamment, vous pouvez voir l'état dans lequel sont les terrains en France où il y avait des mines avant. Et donc, après l'extraction et la fabrication, vient un usage qui est évidemment de plus en plus court puisque c'est fait pour. Il y a plusieurs types d'obsolescence, ils ne s'appellent pas toujours de la même manière, mais c'est toujours à peu près les mêmes principes. La première, c'est l'obsolescence technique ou fonctionnelle. Quelques exemples, vous les connaissez mais vous les avez oubliés, on oublie tout tellement vite. WhatsApp qui ne fonctionne plus sur les vieux smartphones, on doit changer de smartphone pour continuer à avoir WhatsApp. Pour les informaticiens, le support des logiciels qui ne s'applique plus aux anciennes versions, souvent à partir de N-2, voilà. On est obligé de changer un logiciel, sinon on n'a plus le support, donc la maintenance. Donc ça veut dire qu'on n'a plus notamment la correction des bugs, parce qu'il y en a toujours, mais on n'a plus non plus la correction des failles de sécurité. Donc on pourrait se faire cyberattaquer. Voilà. Autre exemple fameux, l'arrivée de la 5G. Eh bien, pour avoir la 5G, il fallait changer son téléphone. À cette occasion, je vous rappelle que la 5G, on nous l'a quand même vendue pour les opérations à distance dans les hôpitaux et les industries du futur, c'est-à-dire mettre de la 5G indoor dans une usine pour que les robots parlent entre eux. Très bien, ça je suis sûre ça existe. Mais par contre, je ne pense pas que dans les hôpitaux publics, il y ait une seule salle d'opération qui a été installée avec de la 5G indoor. Voilà. N'oubliez jamais l'argument de vente. On veut toujours sauver le monde, hein. On va toujours mettre en avant, le numérique met en avant ce qui est positif. Et puis finalement, c'est quoi l'usage de la 5G? C'est regarder encore plus de vidéos. Donc la capacité de la 5G par rapport à la 4G, c'était maintenant regarder des vidéos de chats dans les ascenseurs. Avant, ça passait pas la 4G dans les ascenseurs. Mais en tout cas, encore une fois, moi qui suis de la région parisienne et prends les transports en commun, je peux vous dire que les vidéos, ça défile en permanence dans les trains pour ceux qui ont la 5G. Moi, j'ai encore la 4G puisque j'ai un vieux smartphone. Évidemment, il n'y a plus d'accès du tout, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de connectivité. Il y a, je pense, préférence donnée au réseau 5G. Voilà pour les exemples d'obsolescence technique. Maintenant, vous avez évidemment l'obsolescence d'évolution psychologique, enfin tout ce que les envies qu'on vous donne. Moi qui suis très vieille, avant la sortie du premier smartphone en 2007, presque 20 ans maintenant, eh bien, les téléphones portables, il y a eu des modes de téléphones portables à clapet. C'est revenu dans les smartphones. Il y a aussi, on était tellement contents d'avoir une caméra sur nos premiers smartphones. Maintenant, je ne sais pas quel est le maximum, 5 je crois. Enfin bon, je ne crois pas que ça ait changé notre qualité de vie, d'avoir 4 caméras en plus. Et ce que je trouve encore pire, c'est quand la publicité se fait greenwashing, quand on vous dit changez votre smartphone. Vous allez avoir un smartphone écolo où il y a du plastique recyclé et il se charge, enfin il consomme 15% d'électricité en moins. Oui, d'accord, mais ça c'est que l'usage. La fabrication, 60%, il a fallu le fabriquer, alors que le smartphone qu'on avait avant, il fonctionnait très bien. Donc j'aime pas trop non plus ça. Et puis il y a une forme d'obsolescence économique, évidemment, que vous connaissez parfaitement bien, pas forcément sur le numérique, c'est quand on rend le coût de la réparation proche du coût de remplacement. Ça vaut pour nos machines à laver le linge, la vaisselle, etc. On arrête la production des pièces nécessaires à la réparation, on arrête la maintenance, et on fabrique des produits non démontables. Merci Apple d'avoir inventé la colle pour les smartphones pour ne pas pouvoir les démonter. Donc vous voyez, on fait tout pour nous faire renouveler de plus en plus vite nos appareils, et pour l'instant on y va. Hein. On y va. Du coup, après l'extraction et la fabrication, puis l'usage de plus en plus court, vient le moment de la collecte vers les filières de D3E. D3E, c'est pour déchets des équipements électriques et électroniques. Dans le monde, vous avez moins de 20% des déchets qui sont collectés, on va dire, correctement. Et en Europe, c'est plutôt 40% du fait de lois qui existent depuis 2005. Et là, du fait de nos achats, en fait, entre 2010 et 2022, le poids des déchets électroniques mondiaux a doublé pour atteindre 62 milliards de tonnes en 2022.
Et les prévisions du Global Waste Monitor, dans son rapport de 2024, c'est l'URL que vous aurez à droite là, estime qu'en 2030, ce serait plutôt 82 milliards de déchets électroniques qui seraient produits, avec toujours moins de 20% qui sont collectés et traités correctement. Donc, en fait, ça revient à quoi? Ça revient à une part importante de ces déchets. Donc, au niveau du monde, c'est 80%, hein, qui sont exportés illégalement vers l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes. Et là, les déchets sont souvent traités de manière informelle, hein, ce qui pose des problèmes écologiques et de santé pour les habitants. Alors, pourquoi le feu? Il brûle des câbles pour après en ressortir le cuivre. Voilà. Et quand les déchets électroniques sont bien traités en Europe, le recyclage, en fait, c'est pas une réponse en soi à cette surconsommation, et c'est comme les bouteilles en plastique de Coca-Cola, tiens, il faut que je vous raconte ça après. Quand un smartphone est effectivement collecté pour être recyclé, à part le fer qui est bien récupéré et réutilisé, les autres métaux ne font que quelques pourcents. Alors pourquoi on arrive si peu à récupérer les matériels qui sont, les minerais, on va dire, qui sont dans nos matériels électroniques, pour qu'ils soient de plus en plus petits, qu'ils conduisent bien, pour le côté tactile. Enfin, il y a un tas de choses qui font que on fait des alliages. Un alliage, c'est un mélange. Et de la même manière, quand vous faites une mousse au chocolat, une fois qu'elle est faite, vous n'allez pas retrouver les œufs d'un côté et le chocolat de l'autre, c'est pas possible. Et là, c'est pareil, un alliage, du coup, c'est perdu. C'est perdu, vous ne pouvez pas récupérer les minerais. Donc en fait, le recyclage, en matière de recyclage, plutôt de matériel numérique, les matériels numériques sont peu collectés, très mal recyclés. Et par ailleurs, le recyclage utilise de l'eau, de l'énergie, des produits chimiques encore. Donc ce n'est pas en soi la solution. La solution, c'est ça, c'est les 3 R. Nous devons changer de posture, et dans le numérique comme dans le reste de notre vie, appliquer la règle des 3 R, donc réduire nos achats, que ce soit de nourriture, engagez-moi, de nos vêtements. On n'a pas d'insécurité vestimentaire en France, on peut quand même acheter moins de vêtements. Et puis après, réutiliser pour donner une seconde vie, ou vendre, si on a besoin de sous, on peut vendre. On peut vendre ses vêtements, on peut vendre ses livres, on ne peut pas vendre la nourriture, là il suffit d'acheter moins. Et on peut vendre les matériels numériques. Et puis à la fin, quand vraiment tout ça n'est plus utilisable, alors il faut les mettre dans les bonnes filières de recyclage. Avant de poursuivre, je vais vous parler des bouteilles en plastique, je vais vous parler de Coca-Cola. Du coup, dans les années 50, Coca-Cola distribuait lui-même le Coca-Cola dans des casiers avec des bouteilles en verre. Il allait jusqu'aux épiceries, il reprenait les casiers avec les bouteilles en verre vides qu'avaient rapporté les clients dans l'épicerie, et il repartait, il les lavait, il les remplissait. Et puis pour faire des économies, parce que le verre c'est cher à faire, il a trouvé que c'était vachement bien de transformer tout ça en bouteilles en plastique. Il avait l'intuition que ça serait mieux d'un point de vue écologique, parce que dans un camion, vous pouvez mettre plus de bouteilles en plastique de Coca-Cola parce que c'est moins lourd, et donc il y aura moins de consommation de l'essence. Donc il a fait faire une étude, mais son étude a dit que non, d'un point de vue écologique, ce serait une catastrophe parce que le plastique, c'était pas bon et que ça ne compensait pas les gains, on va dire, d'essence gagnés. Mais surtout, c'est ce qu'on appelle en économie une externalité négative, c'est-à-dire que lui, Coca-Cola, a transporté des bouteilles donc de plastique. Il les laisse dans l'épicerie. Les consommateurs viennent prendre les bouteilles de plastique. On ne leur dit pas de les rapporter à l'épicerie. On ne leur dit rien au début. Donc ils les jettent, ils commencent à les jeter. Et puis les municipalités, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Organiser la collecte de ces bouteilles et autre chose, bien sûr. Puis installer des usines de traitement de ces bouteilles en plastique. Donc en fait, qui paye? C'est la collectivité. Le coût a été complètement reversé à la collectivité, et les bénéfices étaient tous pour Coca-Cola. Et aujourd'hui encore dans le monde, malgré le greenwashing de Coca-Cola qui dit qu'il faut
les recycler, qu'il ne faut pas les jeter n'importe où, etc. Il y a des montagnes de bouteilles en plastique qui sont partout parce que toutes les collectivités, notamment dans des pays moins développés, n'ont pas les capacités financières à organiser la collecte et la transformation pour la récupération, enfin le recyclage à peu près correct. Donc voilà, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les économistes orthodoxes, donc classiques, ne prennent pas en compte les conséquences négatives de leurs activités. Voilà. Donc c'est pareil pour le numérique. Voilà. On peut avoir du greenwashing qui nous dit allez les mettre au bon endroit pour les recycler, mais surtout continuez. Le message c'est continuez, donnez-vous bonne conscience et continuez à en acheter de nouveau. Voilà. Donc désolée pour cette incursion dans le plastique. Et là, vous pourrez en savoir plus sur les mouvements de déchets électroniques. Information importante quand même, d'après la Convention de Bâle qui a été signée en 89 et qui est entrée en application en 92, les mouvements transfrontaliers de D3E, donc les déchets électriques et électroniques, étaient strictement régulés et ne devaient aller que dans des États ayant mis en place une filière officielle. Bon, quand on revient sur l'image, là, on voit bien qu'il n'y a pas de filière officielle. Et depuis le 1er janvier 2025, c'est encore plus précis, les D3E n'ont strictement plus le droit de sortir des pays de l'OCDE, donc ce sont les pays les plus développés, parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a que là, enfin, il faut arrêter de considérer les pays moins riches comme nos dépotoirs. Alors évidemment, c'est pas affiché comme tel, c'est on reprend vos vieux équipements pour aller les mettre dans des écoles en Afrique. Non, non, rien du tout. Même si c'était vrai, de toute façon, il y a un moment, ça arriverait dans les poubelles et dans les déchetteries qu'on a vues. Donc, non, ça ne le fait pas. Et donc, la loi l'interdit désormais. Donc, c'est important de ne pas se faire avoir par tout ça. Et ça, c'est si vous voulez en savoir plus sur les taux de récupération des différents minerais pour montrer qu'on récupère quand même pas grand-chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe? Oui. Merci. Je voulais vous poser la question par rapport au recyclage. Ouais. Vous disiez que c'est dur de recycler à cause des alliages, mais finalement, est-ce qu'avec un objet numérique plus rudimentaire, c'est plus facile à séparer? Oui, absolument. Plus on fait des objets, l'avenir est à faire des objets numériques un petit peu plus gros, revenir à la taille des téléphones qu'on pouvait avoir il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, avoir des objets un peu plus gros, un peu plus lourds, entièrement démontables. Voilà, oui, l'avenir était ça. Et vous savez peut-être qu'il y a un fabricant européen qui s'appelle Fairphone et qui fait des matériels qui sont, on va dire, modulables, démontables et modulables. Vous voulez mettre à jour ou changer votre caméra, vous pouvez le faire. La batterie, évidemment, vous pouvez le faire. Et il y a plein de choses comme ça. Mais oui, oui, l'avenir est à ça. Et la reconstruction, je crois que ça existe déjà un peu en Belgique. Ils reconstruisent des objets numériques, téléphone ou bien ordinateur. Il y a une filière à créer, mais qui ne se crée pas encore en France, à ma connaissance en tout cas, de recréation d'objets un peu plus lourds. Mais enfin, on n'est pas obligé de... Oui, c'est un peu le principe de la low-tech, finalement. Absolument, ça tend vers ça. Absolument. Vive la low-tech, je suis une fan de low-tech. Et ouais, du coup, dans les 3310, il n'y a pas d'alliage. Tous les matériaux sont séparés. Dans les quoi? Dans les 3310, dans les Nokia. Ah, dans les Nokia. Les vieux, oui, oui, oui. Ouais, ok. Merci pour cette question. Merci. Alors, que fait l'État? Alors, la France s'est engagée à respecter plusieurs accords internationaux en termes de transition écologique. D'abord l'accord de Paris, puis l'accord européen appelé Fit for 55, qui engage la France à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 90. 2030, c'est bientôt. Hein. Alors, l'accord de Paris, vous savez, l'accord de Paris, c'était faire tout ce qu'on pouvait pour limiter l'augmentation de la température moyenne sur la surface du globe à moins de 2 degrés et, si possible, à moins de 1,5. 1,5, c'était parce que ça avait été proposé par les petits pays insulaires, les îles, qui, au-dessus d'1,5, savent très bien que vont disparaître. Donc vous avez peut-être entendu dire que, je crois que ça fait
plus d'1 an que nous sommes au-dessus du 1,5. Alors, d'un point de vue scientifique, il faut que ça soit une dizaine d'années pour que ça soit considéré comme 1,5. Et même si on dépassait 1,5, chaque dixième de degré compte. Donc 1,6 c'est mieux que 2, 1,7 c'est mieux que 2, etc. Donc il ne faut pas lâcher l'affaire. C'est ça que ça veut dire si on veut que nos enfants arrivent à vivre dans un monde un peu vivable, et puis si on pense aussi à des personnes ailleurs sur Terre. Voilà pour les 1,5. Et en France, 1,5 c'est la moyenne évidemment océan et terre, donc sur les terres il fait plus chaud. En France, on prévoit bien, enfin, j'ai cru comprendre que les prévisions, c'est plutôt du 3 à 4, quoi, parce qu'on est un pays qui se réchauffe plus vite en moyenne que la moyenne mondiale. Et d'ailleurs, sachez que Paris est la ville la plus mortelle en Europe en termes de chaleur et de mortalité, vu la densité et vu le peu de végétation au regard de la densité. Alors, du coup, pour cette planification écologique, qu'est-ce qui a été fait? À l'été 2022, à la suite de l'insistance de la société civile, une vision transverse a été mise en place pour la première fois. Il y a eu création du SGPE, Secrétariat général à la planification écologique. Il a été créé, rattaché au service du Premier ministre. Je ne suis pas très sûre qu'il soit encore rattaché au Premier ministre. Je crois que c'est au MTE, au ministère de la Transition écologique désormais. Je vous lis un extrait du décret de création du SGPE. Il sera chargé de coordonner l'élaboration des stratégies nationales en matière de climat, d'énergie, de biodiversité et d'économie circulaire. Donc vous voyez, c'est positif, c'est pas que le carbone. Il veillera à la bonne exécution des engagements pris par tous les ministères en matière d'environnement. Et donc en janvier 2023, ils ont sorti leur plan. En 6 thèmes. Il s'agit d'un plan très transverse qui concerne encore une fois pas uniquement le climat et pas que le carbone, mais aussi la biodiversité, l'économie circulaire, il y a mieux circuler, mieux se déplacer, etc. Et le SGPE estimait que son plan était radical mais pas brutal, avec un effort équitablement réparti, 50% dans les entreprises, 25% dans les services publics et 25% pour les citoyens. Pour les citoyens, généralement, ce qui est préconisé, c'est la sobriété. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Hein. Déjà, consommer moins quand on en a le loisir. Encore une fois, je ne reparle pas de gens qui sont au RSA, mais de gens comme moi qui ont le loisir de consommer moins, parfois mieux, mais en tout cas moins. Pour parler de numérique, ce SGPE a également sorti une feuille de route numérique et données pour aider à la transition écologique. Ils l'ont sorti en décembre 2023 et il y avait une consultation publique jusqu'en juin 2024 sur ce sujet pour faire remonter les bonnes idées. Donc cette feuille de route, elle définit 147 chantiers numériques prioritaires pour accompagner la planification écologique. Le plus souvent, c'est pour avoir des informations et les partager entre les silos, vous savez, le silo de l'agriculture avec le silo de, je ne sais pas moi, l'alimentation, ou plutôt le silo des ventes de pesticides, ou voilà. Donc, ou le silo INRAE, par exemple, qui fait les analyses et qui dit que les sols sont pollués. Si on n'a pas un référentiel commun qui dira, je ne sais pas, telle parcelle du cadastre, eh bien, voilà, on peut mettre en relation les pesticides et la pollution et, je sais pas moi, les achats alimentaires, enfin, voilà. C'est à ça que ça sert, désiloter, faire circuler l'information pour avoir une plus grande efficacité. Au niveau monde, il y a eu une initiative qui concerne le numérique, pas que le numérique, mais là je vous montre bien sûr c'est du numérique qui s'appelle Science Based Target Initiative. C'est un projet international qui travaille sur des objectifs de réduction de CO2 pour chaque secteur économique, malheureusement que le CO2. Les Américains ne voyaient que par le CO2 à ce moment-là. Pour le secteur du numérique, ils ont effectué un travail avec les principaux acteurs mondiaux, comme l'Union internationale des télécoms et le GSMA. Le GSMA, c'est l'association des fabricants. Non, c'est une association internationale qui représente les intérêts de plus de 750 opérateurs et constructeurs de téléphonie mobile de 220 pays dans le monde. Alors c'est important la téléphonie mobile, hein, je vous rappelle que 80% de l'accès Internet de nos jours se fait sur les smartphones. Ils ont abouti, ces professionnels, à un objectif de moins 45% d'émissions en 2030 vis-à-vis de 2015. Vous avez compris, ça ne va pas le faire.
puisqu'au contraire, on explose. On explose. Donc malheureusement, depuis 40 ans, le secteur du numérique a très bien réussi son marketing de dématérialisation et de solutionnisme technologique à tous nos problèmes, y compris écologiques. Et donc ni l'Europe ni la France ne se sont fixés d'objectifs de réduction des émissions du secteur numérique. Pourtant, on a bien un rapport de France Stratégie de l'été 2024 qui a conclu que les émissions évitées grâce au secteur du numérique sont globalement modestes et limitées par les effets rebonds. Vous voyez ce que c'est l'effet rebond? Typiquement, quand on a remplacé les télévisions cathodiques qui consommaient énormément d'électricité par des télévisions à écran plat, il y avait un gain énergétique, pas à la fabrication, hein, mais un gain énergétique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se sont mis à acheter des télés pour mettre dans toutes les pièces. Maintenant, les coûts ont tellement baissé qu'il y a des écrans. Voilà. J'ai une collègue qui me dit que sa mère a une télé absolument dans chaque pièce, sauf la salle de bain et les toilettes. Mais sinon, toutes les autres pièces sont des télés. Donc voilà, l'effet rebond, c'est devenu super performant, moins cher, donc on en consomme plus, encore une fois. Voilà. Donc, qu'est-ce que disent les scientifiques à propos des calculs de CO2 évités par le secteur du numérique? Ils disent que ces calculs ont été faits sur des bases différentes, sans aucune base scientifique, sans tenir compte du coût écologique de la fabrication. Or, c'est là qu'on a la majorité des impacts, et sans tenir compte non plus des effets rebonds. Donc on sait que les déclarations du secteur du numérique pour dire chaque million investi, on va économiser X tonnes de CO2, enfin c'est du pipeau absolu. Voilà. Et c'est comme ça, je voulais dire autre chose à propos de France Stratégie, non, de l'Europe. Pourquoi l'Europe? L'Europe, il y a deux choses. D'abord soumis au lobby, bien sûr, du secteur du numérique, c'est normal, hein, les grands patrons, on les rencontre, on est impressionné, c'est fun, c'est un marketing génial, donc quand des gens comme moi viennent derrière, nous on est des rabat-joie et on leur montre la réalité qui est beaucoup moins fun, donc voilà, ça marche moins. C'est normal, c'est pareil dans tous les domaines économiques, mais aussi en termes de numérique, il ne faut pas oublier que l'Europe est traumatisée. Traumatisée, il y a 20 ans, Nokia, l'Europe, c'était le champion du monde de la téléphonie mobile. On n'est plus rien. En 1992, explosion d'Internet aux États-Unis. 1995 ou 96, explosion d'Internet en France et en Europe. Et on n'a pas eu de naissance on a raté totalement la vague Internet, pas de géant du numérique européen sur la vague Internet. Donc du coup, nos dirigeants européens sont absolument, terrorisés à l'idée qu'on perde comme ça, qu'on rate toutes les vagues. Donc dès qu'il y a une vague qui est annoncée, que la vague ne dure qu'1 an ou qu'elle dure 15 ans, on ne sait pas à l'avance. Donc ils foncent et ils arrosent le secteur du numérique français et européen pour essayer de faire naître de futurs géants du numérique. On l'a vu sur le métavers. On l'a vu sur les NFT, on le voit sur l'IA. Donc voilà, il y a à la fois les géants du numérique qui vendent un numérique dématérialisé qui va nous sauver, et à la fois cette peur de rater encore des vagues et d'être à la traîne. Bon, du coup, il n'y a pas de trajectoire officielle, ni en Europe, ni en France, ni dans aucun pays à ma connaissance, mais ça ne veut pas dire qu'au sein de l'État, il ne se passe rien. Les choses avancent un peu. La sobriété numérique est un sujet qui est traité au niveau interministériel par une direction interministérielle du numérique qui a une mission, petite mission, Minum Eco, qui s'occupe de ça. Je suis le référent officiel de cette mission interministérielle. Et en 2021, il a été demandé que tous les ministères nomment un référent sobriété numérique à l'époque et que tous les ministères mettent en place un plan d'action de sobriété numérique. Donc au ministère de la Culture, on l'a fait nous dès 2021. J'ai été nommée tout de suite et je travaillais avec mon équipe sur ce sujet. Et ce n'est pas encore le cas, loin de là, dans les autres ministères, mais du coup, à chaque fois que ce sont des fonctions, à moins d'avoir,
d'être super motivé, d'avoir l'écologie chevillée au corps, c'est généralement une fonction qui est donnée à quelqu'un, mais il change au bout de 3 ans, etc. Donc les gens changent beaucoup, sauf moi, je suis la seule référente qui est encore la même depuis le début, plus le référent du ministère de la Transition écologique qui lui aussi désormais est à plein temps. Mais du coup, c'est moi qui vais former les gens. Ils viennent me voir et je leur dis comment faire. Enfin, le but, c'est que tout le monde progresse plus vite et j'essaye de faire passer des connaissances à tout le monde. Et que fait le ministère de la Culture? Donc, on a notre plan d'action depuis 2021 et aujourd'hui, j'accompagne l'ensemble de nos opérateurs, donc services à compétences nationales, établissements publics comme les écoles et les directions régionales pour qu'elles mettent en place elles-mêmes un plan d'action de sobriété numérique. Donc en gros, je leur donne le mien, elles piochent dedans ce qui peut les intéresser et je les accompagne pour ça et je vais faire toute la sensibilisation gratuitement, comme je viens ici, pour faire bouger un petit peu les choses. Mais ce qu'a fait l'État au niveau écologique global pour baisser les 12% de l'empreinte écologique d'un Français moyen, mais dû à l'État, au service de l'État, il y a un truc qui s'appelle service public éco-responsable, avec 15 mesures où il y a plein de choses à faire et il y a un reporting à faire régulièrement tous les ans. Et le ministère de la Culture est très très avancé sur ce reporting, très bon élève, ça bouge partout, presque tous les EP renvoient leur reporting et tout. Et là je vous ai mis les petites cibles là, c'est pour montrer les endroits où il y a aussi du numérique là-dedans. Pas forcément de numérique qui était visé au début, mais finalement que nous faisons. Typiquement, il y a une obligation de former les agents à la transition écologique, mais moi je vais faire partout et gratuitement la formation, sensibilisation au numérique plus sobre et un numérique plus responsable. Donc voilà, il y a toutes ces mesures-là sur lesquelles on agit. Et je vais vous en montrer un petit peu plus, si vous le souhaitez, bien sûr. Il y a encore pas mal de choses à voir sur ce que fait l'État aussi pour vous montrer que même si c'était pas à des fins écologiques au début, c'était à des fins de lutte contre ce qui était pas normal. Donc du coup, il y a un délit d'obsolescence programmée qui existe depuis un bon moment. Et d'ailleurs, Apple a été condamné à payer 25 millions d'euros à l'État français en 2020 pour ne pas avoir prévenu ses clients que certains modèles de smartphones allaient fonctionner au ralenti après installation d'une mise à jour qui était censée augmenter leur autonomie. Donc, il y a des choses qui existent. C'est comme toujours, je reparle encore de mes externalités négatives. Quand on voit une externalité négative, les États commencent à réguler. L'ennui, c'est que plus on diminue le nombre de gens à l'État pour aller surveiller que c'est bien mis en œuvre, c'est compliqué. C'est compliqué après de les choper, quoi, hein, et de leur faire payer ou faire corriger. Donc c'est là que généralement la société civile aussi devient importante. On va en reparler à propos de HOP, H-O-P, HALT, l'obsolescence programmée. L'État a également mis en œuvre un indice de réparabilité. C'était dans la loi AGEC. AGEC, ça veut dire anti-gaspillage, économie circulaire. C'est obligatoire depuis 2021. C'est un affichage qui permet d'identifier par les consommateurs. Et c'est là que c'est énervant. C'est toujours les consommateurs qui doivent faire le premier pas. Il faudrait aussi une régulation sur le numérique, mais bon, on ne l'a pas encore. Et donc ça ressemble à ça, je suis sûre que vous l'avez vu dans les magasins d'électroménager, parce que pour le numérique, ça s'applique désormais aux téléviseurs, aux ordinateurs portables et aux smartphones. Voilà. Vous avez bien sûr la description plus détaillée sur le site de l'ADEME. Et il y a un bonus réparation pour les particuliers. Donc l'initiative, elle est bonne, hein, bien sûr. C'est pour encourager, là aussi c'est avec la loi AGEC, c'est pour encourager à faire réparer des choses plutôt qu'en acheter des nouvelles, lutter contre justement les pièces plus chères, les pièces introuvables, etc. Donc du coup, l'État a mis en œuvre un bonus écologique. Et pour trouver le réparateur, vous pouvez aller sur cette URL-là. Et il y a d'autres moyens encore de le trouver. Et je vous ai mis là les bonus sur les bonus réparation de tout ce qui est numérique.
Bon, parfois il m'est répondu, et ça c'est la vraie vie malheureusement, que les réparateurs, c'est plein de paperasse pour se faire rembourser cet argent-là après, et que certains augmentent systématiquement le prix de la réparation du prix du bonus. Vous savez, on a eu le même dispositif avec les APL qui ont été augmentés, donc les loyers qui ont été augmentés, enfin bref. Donc, je ne sais pas si c'est super efficace, mais ça vaut le coup quand même de se renseigner pour savoir si on a des réparateurs près de chez soi. Ça marche aussi pour les vêtements et un tas de choses, hein, pas que le numérique. Là, je vous ai mis bien sûr sur le numérique. Voilà. Et donc, je voulais parler de, pour aller plus loin, HOP, c'est une association qui travaille à justement faire naître, elle a fait naître cette loi sur l'indice de réparabilité. Et il y a aussi un indice de durabilité qui devait naître. Et il lutte en ce moment. Il devait sortir en France en 2025. Malheureusement, en Europe, on a eu la même idée en Europe. On pourrait se dire c'est super. Malheureusement, pour le moment, l'indice de durabilité en Europe il est tout pourri parce qu'il ne prend en compte que la consommation électrique, en gros. Hein. Donc, comme on a vu que c'était pas ça qui faisait durer les appareils. Bref, c'est pas terrible. Il y a des luttes de lobby en ce moment sur ce sujet. Et vous avez généralement des journées nationales de la réparation avec des ateliers qui sont organisés un petit peu partout en France. De même qu'il y a le World Digital Cleanup Day qui est organisé un peu partout, et puisque je suis ici à cette occasion. Donc ça c'est pour la réparabilité et la réparation. Et vous avez aussi, là c'est important, quand je vois des collègues du numérique, c'est super important parce que vous savez, on a des spécialistes dans la fonction publique sur des gens qui sont chargés de la compta, de l'inventaire, d'autres du numérique, etc. Et puis il y a des législations. Et quand elles évoluent, on n'est pas forcément très au courant. Mais bref, la législation, elle a beaucoup évolué en France ces dernières années. Et désormais, nous avons d'ailleurs une obligation, quand on est dans le secteur public, que 35% de nos matériels en fin de première vie et qui ont moins de 10 ans, ils doivent trouver une seconde vie en 2024. Et en 2027, on doit monter à 50%. Alors nous, au ministère, on s'en fiche. Depuis toujours, c'est 100%. Mais voilà. Les matériels, si je résume leur durée de vie, vous les achetez neufs pour le moment. Ils ont une durée de vie qu'il faut rallonger. Nous, au ministère, on avait des durées de vie pour les PC qui étaient de 5 ans. Les écrans, c'est la fin de vie. Hein, c'est quand ça lâche qu'on les remplace, jamais avant. On a rallongé à 6 ans. Après, on va voir si on peut rallonger plus longtemps. Et à 6 ans, on les renouvelle, même s'ils fonctionnent encore. Donc, c'est ça le principe. Et du coup, s'ils fonctionnent encore et qu'ils ont moins de 10 ans, eh bien, la loi nous oblige, nous, secteur public d'État, à leur donner une deuxième vie. Donc, on a un tas de moyens de les donner. On peut donner sur des plateformes de dons de l'État, on peut donner à des associations, on peut donner à certaines associations, vous avez l'Astérix, on peut donner au personnel. Moi, je donne une convention type pour signer une convention avec les agents à qui on donne, ou don à des organismes de réutilisation, de réemploi, réentreprise solidaire d'utilité sociale, type les ateliers du bocage, type Emmaüs Connect, etc. Donc voilà, nous on donne 100% de ce qui est renouvelé encore en état. Et évidemment, la deuxième législation... Alors, pardon, ce qui est important, c'est qu'on avait une législation sur les D3E qui disait que si, les déchets électriques et électroniques, qui disait que si on donnait à une association, on restait responsable du traitement des D3E. Donc, du coup, on ne les donnait pas. Donc, c'est ça qui a changé. La responsabilité des D3E a été transférée avec le matériel, mais désormais, ça ne coûte plus rien. Alors qu'avant, il fallait payer assez cher pour faire recycler son matériel de manière correcte. Mais maintenant, l'État a organisé ça. 2 organismes du secteur social et solidaire, donc, ont gagné, enfin écologique en tout cas, et du secteur social et solidaire, ont gagné des appels d'offres de l'État. Vous voyez, quand vous achetez un matériel, vous avez toujours éco-participation. Ça, c'est reversé à l'État. L'État reverse à ces 2 organismes-là, et du coup, vous pouvez déposer gratuitement ou venir faire chercher gratuitement quand vous êtes un professionnel et que vous avez 250 kilos à faire partir d'un coup.
pour qu'ils viennent vous les prendre, les collecter, les recycler correctement, vous donner tous les trucs officiels du type bordereau de suivi des déchets, saisie d'entracte déchets à faire, etc., etc. Enfin bref, super officiel, super gratuit. Donc de nos jours, on achète du matériel, on le donne gratuitement, on peut le donner gratuitement, c'est la moindre des choses puisqu'on le donne, et on le fait recycler pour ceux qui sont vraiment cassés gratuitement. Et ça a beaucoup changé pour le secteur public parce qu'avant c'était compliqué. Et donc c'est ça qu'il faut faire connaître aux collègues des inventaires. La loi a changé, on a droit de donner, il n'y a plus de problème. Voilà. Alors, le retour d'expérience du ministère, c'est que, comme je le disais, c'est un peu un résumé de ce que j'ai dit tout à l'heure, le retour d'expérience, c'est qu'il faut y aller à petits pas, il ne faut pas viser le label numérique responsable tout de suite ou ce genre de choses. Donc nous, premier plan d'action en 2021, ensuite en 2022, on a financé un dispositif que vous connaissez peut-être, enfin j'espère, les Augure Lab numériques responsables dans la culture. C'est un dispositif où les acteurs culturels viennent, s'inscrivent, ils sont accompagnés pendant 9 mois, mais ils n'ont que 4 journées de travail pour eux, sur ces 9 mois, pour être acculturés à ces enjeux écologiques, sociaux, du numérique, et financiers, etc., du numérique, et du coup à travailler sur 3 outils, on les appelle prototypes, mais des outils qui peuvent être des arbres de décision, une petite calculette pour calculer l'impact écologique d'une campagne de communication, ou bien une affiche, enfin voilà, ils travaillent sur des prototypes, des solutions qui peuvent leur rendre service. Voilà. Ensuite, j'ai demandé à être à plein temps sur le sujet de la sobriété numérique, donc j'ai abandonné lâchement mon équipe et je suis toute seule sur le sujet. On a signé ensuite la signature de la charte numérique responsable, parce qu'on savait qu'on voulait tenter la labellisation numérique responsable. On a signé aussi plein d'aides Tech Care, c'est pas très important. Puis en mai 2024, on a une autre audit et on a été labellisé en 2024 sur donc nous avons le label numérique responsable de niveau 1. De niveau 1, mais on est très fiers, alors je redonne les chiffres. Il fallait 300 points pour être niveau 1, il fallait 500 points pour être niveau 2, et c'est sur 800 points, c'est sur peut-être 1000 points, nous en avons eu 798, donc on aurait pu être labellisé numérique responsable de niveau 2, mais ça coûtait plus cher, donc on n'avait pas, nous sommes l'État, nous n'avons pas beaucoup de sous, donc on n'avait pas candidaté tout de suite sur ça, mais surtout je préfère accompagner tous les EP, services à compétences nationales et DRAC vers plutôt le niveau 1, même s'ils ne se font pas labelliser, mais au moins les actions à mettre en place. Voilà un petit exemple, vous pourrez repartir avec, donc quand vous aurez la présentation de quelques-unes des actions parmi les 67 de notre plan d'action, et de manière répétée, je dis encore que les actions les plus efficaces, vous les trouvez avec l'arbre qui est le plus grand, c'est sur le matériel, donc on les protège de la casse, on allonge la durée de vie, on dissocie le renouvellement des matériels, comme je vous disais, les écrans, on ne les renouvelle pas au même rythme, on ne les renouvelle pas du tout d'ailleurs, il faut qu'ils cassent. On a abandonné les imprimantes individuelles, on privilégie bien sûr des matériels réparables, on achète des extensions de garantie, on gère évidemment la fin de vie des D3E, on fait un appel à un éco-organisme pour valoriser et remettre en état et mettre dans le secteur social et solidaire, etc., etc., etc. Plein de choses. Et puis si on redescend, voilà, des choses moins efficaces, mais voilà, c'est une bonne base de départ, on va dire. Et puis d'un point de vue culturel, le ministère a sorti une feuille de route de transition écologique dont une partie du numérique existe, voilà, qui parle notamment d'élargir donc ce plan d'action de sobriété numérique. Et alors comment on peut faire au quotidien, au bureau, voilà, en tant qu'employé, on va dire. Et voilà, on peut prendre soin soi-même de ces matériels, utiliser les protections fournies si vous en avez. Tout ça, ça permet d'éviter la casse et un renouvellement anticipé. On peut être raisonnable aussi en termes de demande de matériel. Et puis quand on participe à un projet, alors un projet ça veut dire usage, ça a moins d'impact, mais quand même, on peut être raisonnable dans ces demandes de fonctionnalité, parce que dans notre plan d'action, on a aussi ce qu'on appelle l'éco-conception.
L'éco-conception, ça commence par refuser des projets, ne prendre que les projets qui sont utiles et après les faire de manière à peu près sobre. Après, bon, c'est plus de la consommation d'énergie plutôt que de la sobriété numérique, mais on peut quand même éteindre son PC, son écran chaque soir quand même. Et puis, si on doit participer à une réunion visio qui est dans le bâtiment, parce que ça arrive avec des collègues qui sont à l'extérieur, ben voilà, faut pas se mettre sur sa caméra, c'est dommage. Faut mieux aller voir ses collègues, rien que pour pouvoir leur dire bonjour et avoir des échanges quand même un peu plus informels et intéressants. Et puis, si on est à distance, on se connecte, on dit bonjour avec la caméra, mais après on coupe la caméra. C'est 25 fois plus consommateur s'il y a la vidéo qui passe que s'il n'y a pas. Voilà, donc on peut éteindre sa caméra le reste du temps. Et on peut consulter, pour ceux qui sont du ministère, des EP, etc., Sémaphore. On a créé une petite rubrique sur le numérique responsable qu'on va alimenter au fur et à mesure avec de plus en plus de choses. Et puis, hop, voilà, vous pouvez aussi, vous êtes loin, hein, je vous l'ai laissé quand même, mais j'organise chaque année 12 fresques du numérique. Et je ne prends pas en charge les déplacements, pardon. Voilà, et ça permet de. Mais si vous avez accès à des fresques du numérique public, je veux dire, en ce moment, il doit y en avoir plein, puisque c'est justement la semaine du nettoyage numérique. Je vous encourage à y aller. C'est sous un autre format qu'une conférence, et donc c'est sympa d'apprendre avec des collègues ou des gens qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs. Voilà. Et puis dans sa vie perso, ben pareil, vous pouvez allonger la durée de vie de vos matériels, en acheter moins, puisque c'est ça aussi le truc, quoi. Réfléchir un peu plus avant d'en acheter, donner ou vendre vos anciens matériels pour qu'ils aient une deuxième vie, envisager l'achat de matériel reconditionné. Moi, mes smartphones, mon smartphone, j'en ai qu'un seul à la fois, il est toujours reconditionné. Pareil pour ma tablette, elle est toujours reconditionnée, elle a 5 ou 6 ans et je ne sais pas de quand elle date. Mais pour diminuer votre empreinte écologique, mais aussi préserver votre bien-être mental, parce qu'on sait beaucoup de choses maintenant sur l'effet des réseaux sociaux, vous pouvez réduire votre gavage de vidéos en ligne, réduire la définition des vidéos quand vous les regardez. Alors ça dépend de chaque outil, hein, je ne peux pas vous dire précisément comment le faire. Télécharger, ça c'est un peu important, télécharger vos vidéos chez vous en Wi-Fi plutôt que les regarder directement en 4G ou 5G. Pourquoi ? Parce que vous saturez la bande passante de la 5G ou de la 4G si vous le faites, et on va nous mettre la 6G après. Donc non, je crois qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, si vous les téléchargez avant, ça peut réduire le nombre d'antennes supplémentaires qu'on nous met. Et puis vous pouvez limiter votre usage des IA génératives et limiter votre usage des réseaux sociaux publics. Voilà, je dis public parce qu'il y en a des libres justement. Pour votre bien-être mental, tout ça. Et pour les IA génératives, la suite ce soir. Voilà, cette fois-ci j'ai terminé, c'est juste incroyable, 12h moins 10.